Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire de rentrée proposé aujourd'hui par VetInTech. Aujourd'hui, on vous accompagne, que vous soyez novice ou initié aux nouvelles technologies, à la découverte de la face cachée des applications. Au sommaire de cette émission, Olivier Roger, bien connu chez nous, puisque Olivier est membre du bureau de notre association VetInTech. Olivier a une double casquette puisqu'il est vétérinaire, sorti de l'école de Nantes en 2008. Mais il a poursuivi sa formation par un diplôme de concepteur-développeur en informatique. Et c'est à ce titre qu'il va nous apporter son expertise et son expérience du développement des applications. Olivier sera accompagné pour ce webinaire de Céline et Guillaume Condamin, qui viennent de monter une plateforme, une application qui s'appelle Vétéricare et que vous connaissez très probablement. Céline et Guillaume nous apporteront leurs témoignages et nous vous expliqueront comment, en quelques mois, ils sont passés du stade de novice au stade d'initié en plateforme, en application. Nous terminerons ce webinaire par une session questions-réponses. À ce sujet, profitez de l'onglet QR, questions-réponses, pour poser toutes vos questions et réservez l'onglet discussion pour nous faire part de toutes vos réflexions sur ce webinaire. Autre détail important, ce webinaire est enregistré et le replay sera disponible dans quelques jours sur notre chaîne YouTube VetInTech. Vous serez bien sûr informé par un mail. Alors, vous êtes très nombreux à vous être inscrits et nous en sommes très heureux puisque vous êtes 105 à être inscrits à ce webinaire. Alors, je vois le compteur augmenter très régulièrement et en attendant qu'on soit au complet, je vais profiter des quelques petites minutes qui nous restent pour vous dire deux mots de VetInTech. Alors, VetInTech a 5 ans maintenant. VetInTech a été créé en 2017. C'est une association qui a, je dirais, 3 grands objectifs. Le premier, c'est la mise en avant des solutions digitales, des nouvelles technologies en santé animale. Le deuxième, c'est un partage de toute cette information dans le monde de la santé animale et en particulier dans le monde vétérinaire. Et dernier objectif qui est aussi important que les deux premiers, c'est un objectif d'assistance, d'aide, en particulier aux jeunes, dont les jeunes vétérinaires, et aux startups qui travaillent dans le domaine de la santé animale. Alors, comme je vous le disais, VetInTech est maintenant une association et cette association a de nombreuses activités. Alors, cette association, elle est aujourd'hui dirigée par 6 vétérinaires qui ont des profils très différents, mais très complémentaires. Donc, venons-en à nos activités. Vous nous avez très probablement connus par la publication de toute une série de livres blancs. On a commencé par les objets connectés et puis notre dernière publication concerne la télémédecine, mais nous n'avons pas que la publication comme activité, nous avons bien d'autres activités comme le CES de Las Vegas. Nous allons depuis maintenant 3 ans ou 4 ans à Las Vegas pour assister à ce grand salon des nouvelles technologies. Nous n'y allons pas seuls puisque nous y allons accompagnés d'une délégation d'une vingtaine de professionnels de la santé animale. Mais nous participons aussi à de très nombreux événements numériques, en particulier tous ceux qui concernent la santé et la santé animale, que ce soit en France, en Europe ou même aux États-Unis. Nous organisons à destination des jeunes vétérinaires un prix de thèse qui récompense tous les ans un vétérinaire qui a soutenu sa thèse dans le domaine digital et qui a la chance d'aller avec nous à Las Vegas.
Et dernier point, et non des moindres, nous organisons tous les ans, depuis 2 ans, au mois de juillet, à l'école de Nantes, un événement qui s'appelle Numanima et qui est entièrement consacré à la e-santé animale. Nous sommes une association. Vous pouvez bien sûr adhérer à cette association, mais je profite de ce webinaire pour vous dire que l'adhésion jusqu'à la fin de cette année est gratuite. Ceci vous permet, sans débourser 1 euro, d'accéder à toute une série d'avantages comme tous les rapports du CES, une invitation à la cérémonie de remise du prix de thèse, une priorité à l'inscription de tous nos événements et le partage à la fois des webinaires qui sont réservés aux adhérents et de toutes les thèses concernant la e-santé animale. Alors, pour être au courant de tout ce que nous faisons, nous avons un site internet, vous pouvez vous connecter, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter que nous publions très régulièrement et vous pouvez tout à fait aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, en particulier LinkedIn, retrouver toutes nos productions audiovisuelles, toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube VetInTech. Et j'en terminerai avec cette slide où vous retrouvez tous les liens qui vous permettent de retrouver les activités de VetInTech. Je ne vais pas en dire plus, le temps passe. Venons-en au sujet, venons-en aux applications. Je vais céder tout de suite la parole à Olivier Roger qui va, dans cette première partie, nous faire le tour des applications, leur définition, les formats, et surtout tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans la conception d'une application. Alors, quelques repères, Olivier, je te cède la parole. Donc, qu'est-ce qu'une application? Une application, c'est fondamentalement un programme informatique, un genre de machine logique qui a pour vocation finalement d'apporter un service, c'est-à-dire il faut répondre quelque part à un besoin. Et pour ça, l'application va mettre en œuvre un processus qui s'applique à des données qu'on va lui fournir en entrée. Et ce faisant, elle va aussi délivrer ce qu'on appelle un output ou une sortie. Globalement, en termes lexicales, une application, une appli, une app, un programme, un logiciel, une solution, dans une certaine mesure, peuvent être utilisés comme synonymes. Donc, on les utilisera dans cette présentation. Si par exemple on voulait calculer un indice de masse corporelle, on pourrait créer une application. Le processus se constituerait des étapes suivantes: prendre par exemple en entrée la taille, un poids, calculer l'IMC, donc le poids sur la taille au carré, et puis ensuite catégoriser la valeur et retourner l'information au client. Globalement, pour parvenir au résultat, l'application implémente un algorithme. Alors, quelques précisions lexicales. Globalement, ce qu'on appelle l'algorithme, c'est un genre de description formelle du processus. L'implémentation en elle-même, ça consiste à traduire cet algorithme avec des langages de programmation, de telle sorte que l'application soit en mesure de les exécuter. Donc, les langages de programmation qu'on utilise sont en quelque sorte les briques logicielles qui seront nécessaires pour construire l'application. Et le langage en lui-même ne suffit pas, il faut souvent des bibliothèques tierces, certaines étant plus grosses que d'autres, les plus grosses étant ce qu'on appelle des frameworks, qui viennent vraiment donner un cadre à l'application. Ici, vous avez un exemple d'implémentation en C# d'une des méthodes du calculateur d'IMC. Considérons maintenant les formats d'application. Alors bien sûr, on a des formats mobiles. C'est à ça qu'on pense
de prime abord lorsqu'on parle d'applications, mais c'est loin d'être toutes les applications. Et d'ailleurs, c'est les plus récentes, mais c'est pas les premières qui ont existé. On a des applications aussi desktop qui sont en fait installées sur le bureau des ordinateurs, quel que soit l'environnement. Les plus vieilles étant les applications consoles, c'est celles qui existaient avant que les systèmes d'exploitation nous donnent la possibilité d'avoir des interfaces graphiques plus sympas avec des fenêtres qui s'ouvrent et qui se ferment. Et puis, au-delà des applications desktop, on a aussi des web apps. Hein, donc, c'est celles que on exécute dans des navigateurs web comme Safari, Chrome, Opera, Firefox, par exemple. Donc ici, je vous mets un exemple de trois applications que j'ai développées succinctement et qui expliquent, qui reprennent les trois formats dont j'ai parlé. Là, on est sur le calculateur d'IMC, tout simple, sur une version en mode console où on utilise le clavier uniquement pour rentrer des informations dans une console plutôt austère. Ici, une application développée avec Access, donc qui apporte des améliorations sur l'interface graphique de l'application. Mais fondamentalement, le principe est le même. Hein. On prend des données en entrée, on calcule un résultat, on l'affiche, bon, de manière plus sympathique, mais ça reste fondamentalement la même chose. Et le troisième exemple, c'est une application, une web app, donc qui tourne sur mon ordinateur en local, hein. Et donc, par l'intermédiaire d'un navigateur, ici c'est Chrome, donc j'interroge ce serveur et il me fournit exactement le même processus. Sur mobile, on a plusieurs manières finalement de faire tourner une application. On a les applications mobiles à proprement parler, et puis on a aussi des web apps qu'on peut faire fonctionner dans le navigateur de notre appareil mobile. Si on s'intéresse aux applications mobiles sensu stricto, encore une fois, on distingue des applications natives et des applications hybrides, ce qu'on appelle aussi les cross-platforms. Alors, c'est une notion qui est importante d'avoir en tête, même si ça peut sembler pour certains d'entre vous trop technique. C'est important parce qu'en fait, une application native requiert un langage de programmation spécifique et ne sera utilisable que sur l'environnement pour lequel elle a été développée. Donc, si on produit une application pour Android, on ne pourra pas la faire tourner sur un iPhone. Et inversement, si on produit une application pour iPhone, on ne pourra pas la faire tourner sur Android. En contrepartie, on a des applications qui sont extrêmement performantes et qui sont très adaptées pour certains types d'applications, mais ça nécessite un double développement. Ce qui n'est pas le cas des applications hybrides, hein, qui utilisent une base de code commune, à partir de laquelle on peut ensuite produire une version sur Android, une version sur iOS, par exemple. Quant aux applications, quant aux web apps, finalement, on a quelque part deux niveaux de granularité dans la manière dont elles s'intègrent sur un terminal mobile. On a simplement des applications ou des sites web qui sont conçus de manière dit responsive, c'est-à-dire à se présenter de manière adaptée sur le terminal mobile. Et puis, on a ce qu'on appelle les PWA ou les Progressive Web Apps qui vont un peu plus loin, qui permettent, notamment sur Android, c'est un peu moins vrai sur iPhone, d'accéder aux ressources matérielles de l'appareil, de prendre en charge par exemple, du offline ou d'envoyer des notifications push, par exemple. Ici, un exemple de mise en œuvre du procédé de responsive web design, alors en tout cas sur la partie vraiment graphique. On a un site web en fait auquel j'accède par l'intermédiaire d'un navigateur, donc sur la droite, celui de mon ordinateur, sur la gauche, celui de mon téléphone. C'est exactement le même site web, on envoie les requêtes au même serveur, sauf que la conception fait qu'il s'adapte aux dimensions de l'écran pour prendre en charge, pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Et non seulement aux dimensions de l'écran, mais aussi à son orientation. C'est-à-dire que si je suis en mode portrait, je vais avoir une certaine disposition des éléments.
Et si je suis en mode paysage, elle sera probablement différente. Ça, c'est au choix, c'est le développeur qui établit ces règles-là au moment où il implémente la solution. D'ailleurs, on voit par exemple que ne serait-ce que la barre de menu est présentée différemment. Au-delà de ce qu'on a entre les mains, il faut avoir en tête que quand on fait tourner une application sur son ordinateur ou sur son téléphone, très souvent, elle a besoin de services en arrière-plan. Ces services tournent sur un serveur, généralement dans le cloud, sur les architectures modernes, mais ça peut être aussi un serveur local. Et ce serveur fournit du service en permanence et tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour alimenter l'application. C'est pas indispensable, mais pour certaines architectures, on ne peut pas s'en dispenser. C'est de là que viennent aussi un certain nombre de termes qui peuvent être que vous aurez l'occasion de rencontrer. La notion de front et de back, ou de front-end et back-end, qui sont voilà, des terminologies utilisées dans le domaine du développement. Le front-end faisant référence à la partie cliente, c'est-à-dire le navigateur, par exemple, et le back-end faisant référence aux technologies qui tournent sur le serveur. Donc, classiquement, c'est utilisé pour parler des développeurs ou des technologies. Il y a des développeurs plutôt orientés front, d'autres plutôt orientés back, et puis il y en a qui font un peu les deux, qu'on dit full stack. Voilà. En termes de technologie, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objectif du webinaire, mais néanmoins, ça peut être intéressant d'avoir quelques repères. Je vous ai dit qu'il fallait des langages et des frameworks ou des bibliothèques pour produire une application. Je vais en citer quelques-uns. Sur la production de web app, il y a aujourd'hui trois bibliothèques et frameworks qui se détachent du lot: React, Angular et Vue.js. Donc, c'est intéressant de les avoir en tête. Il faut savoir aussi que certaines d'entre elles sont supportées par des entreprises du GAFAM. Hein. React, clairement, est produit par Facebook. Angular, lui, par Google, par exemple. Sur le côté serveur, si on s'intéresse au framework, bon, j'en cite quelques-uns. Symfony, par exemple, qui est très utilisé. Des technologies Microsoft, par exemple, ASP.NET Core, qui est aussi largement utilisé. Alors, ça peut sembler beaucoup, et encore, ici, je ne parle pas des bases de données qui sont souvent nécessaires pour que les applications puissent fonctionner, parce que bien souvent, quand on produit une application, c'est qu'on a des données à gérer. Donc, qui dit données, dit base de données. Et donc, il faut, à ce moment-là, des langages, notamment du SQL, supplémentaires. Venons-en aux applications mobiles. Alors, clairement, on a, encore une fois, une segmentation des technologies selon qu'on s'intéresse aux mobiles natifs ou hybrides. Et encore une fois, une empreinte des GAFAM sur les technologies disponibles, par exemple donc Flutter, qui fait partie des technologies les plus en vogue actuellement et supporté par Google. On a React Native qui est toujours supporté par Facebook. Xamarin qui est un peu en retrait, c'est une technologie Microsoft, par exemple. Merci Olivier, je t'interromps. Là, on a terminé par des choses assez techno, hein, qui étaient peut-être plus destinées aux initiés. Mais je reprends ma question de départ. J'ai une idée, j'aimerais bien faire une application. Comment je fais? Je m'y prends comment? Qui je vais voir, etc. Donc, donne-nous tes recettes et surtout, donne-nous les bons plans. Alors, je vais essayer. Je vais essayer d'être succinct. Déjà, il y a une première recette quelque part, un ingrédient qu'il ne faut pas louper pour que la mayonnaise monte, c'est de se faire accompagner par les bonnes personnes, par des personnes aussi en qui on a confiance. On peut essayer de faire soi-même, bon, si on est un expert, oui, pourquoi pas, mais c'est difficile malgré tout parce qu'il y a beaucoup de choses à maîtriser.
De même que voilà, on peut s'amuser à faire des murs, à faire de la maçonnerie le week-end chez soi. Si on respecte pas les règles d'usage, on risque de se construire un mur qui ressemble à celui de gauche et qui présentera pas les caractéristiques techniques de résistance qu'on peut espérer. Donc bon, il y a des règles de l'art. Il faut se faire accompagner par des gens qui les maîtrisent pour avoir un maximum de chances de parvenir à faire vivre son projet. Ces personnes-là, on les trouve dans des entreprises. Alors, 3 grandes catégories d'entreprises. On a les ESN, c'est-à-dire les entreprises du service numérique, les ex-SS2I en fait, hein, qui sont généralement des grosses entreprises et qui rassemblent des profils très complémentaires et qui la plupart du temps arrivent à rassembler toutes les compétences nécessaires pour accompagner un projet de A à Z. On a des entreprises généralement plus petites, mais bon, c'est assez hétérogène malgré tout. Il y a des grosses agences web et des petites aussi. On a donc des agences web, des agences de communication, et puis on a des gens qui travaillent en indépendant, qui soient développeurs ou pas. Voilà, on a des entreprises de toute taille qui peuvent nous accompagner sur des métiers qui sont très variés également. S'il y a beaucoup de besoins associés à une application, sur la partie analyse, par exemple, sur la partie graphisme, sur la partie ergonomie, le développement proprement parlé, et puis la gestion de projet aussi, parce que c'est des projets qui sont parfois compliqués et longs à gérer, donc il faut des personnes aussi qui sachent le faire. Et même des fois, il y a des composantes, souvent même d'ailleurs, des composantes juridiques qui sont à prendre en compte et qui requièrent la consultation d'experts dans certains domaines, notamment lorsqu'il s'agit de professions réglementées d'ailleurs. Et si on schématise, globalement, il y a deux grands rôles à jouer dans un projet d'application. Il y a ce qu'on appelle la MOA, la maîtrise d'ouvrage, et d'autre part, la maîtrise d'œuvre. Alors, c'est important à prendre en compte parce que c'est des termes qui sont d'usage courant et qui se voient attribuer des responsabilités bien distinctes dans le cadre du projet. Donc, la maîtrise d'ouvrage, grosso modo, c'est celui qui a l'idée de faire l'application, celui qui va la payer. C'est celui qui connaît les enjeux, les besoins. Alors, il peut se faire accompagner par des gens qui vont faire la jointure finalement avec la MOE. Ça peut être des assistants à maîtrise d'ouvrage qu'on appelle donc AMOA. Dans le cadre d'une démarche agile Scrum, ce seront des product owners qui vont les représenter, par exemple. La maîtrise d'œuvre, c'est l'ensemble des professionnels qui vont réaliser réellement l'application. Des développeurs, des graphistes, de toute nature, des gens qui vont faire des tests. Donc, il y a beaucoup de personnes dans cette catégorie-là. Et globalement, si on schématise un peu, donc sur la partie gauche de ce diagramme, j'ai représenté donc la MOA. Sur la partie droite, la MOE. On a différents types d'interactions qu'on peut schématiser. Globalement, le client peut se faire aider par un chef de projet lorsqu'il s'adresse à une entreprise dans la partie AMOA, mais c'est pas obligatoire. Il peut aussi gérer lui-même toute la partie AMOA. Ce chef de projet, lui, interagissant avec les professionnels qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise, que ce soit des développeurs, des graphistes ou d'autres. Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire aussi d'avoir recours à des professionnels à l'extérieur de l'entreprise, notamment lorsque ça nécessite des compétences qui ne sont pas sourcées en interne. Et on a aussi la possibilité, comme je disais, de passer par un assistant à maîtrise d'ouvrage qui va faire la jointure. C'est particulièrement intéressant si cet AMOA a la culture du métier du client et en même temps des compétences et une culture technologique qui lui permettent de s'adresser à la MOE. Sur des tout petits projets, on peut passer éventuellement par des gens qui sont complètement indépendants. Il est très peu probable cependant que ils aient toutes les ressources nécessaires pour produire le projet. Alors si le projet est modeste, pourquoi pas. Autrement, ils auront certainement besoin de se faire accompagner eux-mêmes par d'autres professionnels sur les domaines qui leur manquent. Alors, globalement, on a deux manières
de gérer un cycle de projet applicatif, on a la méthode classique et les méthodes agiles. Alors, je vais me focaliser sur les méthodes classiques pour des raisons pédagogiques. Aujourd'hui, de plus en plus de projets sont faits en mode agile, mais ce n'est pas une obligation. Le projet classique, classiquement, est segmenté en une étape préalable à la rédaction du cahier des charges, gérée par la MOA, et une étape en aval, enfin des étapes en aval gérées par la MOE. Si on prend un modèle de développement classique qui est le modèle en cascade, dit waterfall, il y en a d'autres, hein, et qu'on découpe de manière séquentielle ces étapes, on a cet enchaînement hein, qui se fait. Je l'ai repris ici dans ce tableau, et il y a pas mal d'équivalences sur les termes qui sont utilisés pour la nomenclature finalement de ce système de cycle de vie de projet. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a globalement une étape d'analyse qui est importante. Je vais passer pas mal de temps dessus dans les diapos à venir parce qu'en fait, cette analyse vous incombe. C'est vous qui allez la faire et elle est très importante dans la mesure où, dans un système classique, c'est elle qui vous conduira à rédiger des spécifications et au cahier des charges. Au-delà du cahier des charges, donc la MOE reprendra le flambeau, à commencer par une phase de conception du projet et ensuite réalisera le codage. Donc on parle d'implantation, les tests et puis la mise en production, l'exploitation et enfin la maintenance de l'application. Donc il y a beaucoup d'étapes. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans ce contexte-là, le cahier des charges, c'est vraiment un élément charnière qui a une valeur contractuelle et dans lequel il ne faut rien oublier. Le travail d'analyse, de conception, d'implantation, toutes ces étapes, en fait, se font sur les différentes facettes d'un même projet. Parce qu'une application, en fait, a des besoins très variés. On a des besoins fonctionnels, c'est-à-dire ceux qui vont vous permettre de dire ce que l'application est censée faire. Des besoins techniques, comment elle va le faire, avec quelles exigences, par exemple, à quelle vitesse, quelle charge d'utilisation elle doit supporter. Et puis d'autres besoins, je ne détaille pas tous, hein, mais on a des domaines de l'ordre du graphisme, de l'ergonomie, et qui sont aussi importants que le développement. Donc, il faut les prendre en compte. Donc, ça fait beaucoup de travail au final. Concernant les spécifications, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, et j'insiste là-dessus parce que c'est un travail de MOA, c'est finalement une part de l'effort assez faible du travail global de développement d'une application. Si on regarde dans ce diagramme sur la partie gauche, on a moins de 20% des efforts de développement d'une application qui sont liés au travail de spécification. Mais ces spécifications prennent une part importante dans l'origine des erreurs et dans les coûts de maintenance. Hein. Clairement, c'est plus de 50% des causes d'erreur quand on développe une application et quasiment 80% des coûts de maintenance. Donc, il ne faut mieux pas se louper sur cette phase-là. C'est pour ça que je vais passer un peu de temps sur les slides qui suivent. Globalement, les spécifications vont vous permettre de communiquer efficacement avec la MOE. J'aime bien cette illustration qui explique que globalement, il n'y a pas de réalité, il y a seulement des points de vue. Et quand on demande à des professionnels de l'informatique de créer une application pour de la santé animale, il y a un grand écart à faire entre deux environnements qui ne sont pas forcément les mêmes. Hein. Et donc, le travail de communication est extrêmement important. Les spécifications y contribuent. Et par ailleurs, les spécifications, c'est aussi ce qui va servir de référence pour tester l'application, s'assurer déjà qu'elle fait ce qui est prévu. Donc, s'il n'y a pas de référence, il n'y a pas de test. Alors, pour illustrer un peu les conséquences que peuvent avoir finalement un défaut de
de communication entre les deux parties, j'ai pris cet exemple que je trouve assez rigolo, qui est un extrait d'une publicité que vous connaissez certainement, où donc il y a deux personnes qui communiquent. Alors, je vais vous passer la vidéo et vous expliquerai un peu ensuite ce que j'en pense, en considérant par exemple que la personne de gauche, donc l'homme, est la MOA, clairement vous, qui essaye de se faire comprendre de la MOE, la personne de droite. Oh, dis donc, j'ai vu un film incroyable sur Canal+, La Marche de l'Empereur. La marche de l'empereur. Oui, ça se passe en Antarctique. Ah bon? T'as des centaines d'empereurs qui marchent sur la banquise pendant des jours. Parfois, ils glissent sur le ventre pour aller plus vite. À un moment, il y en a un qui se fait dévorer par un phoque. C'est horrible. Mais t'as aussi des passages hyper émouvants, comme quand ils se passent les œufs. Non, parce qu'avant, ils étaient tous accouplés. Pendant des heures. Alors, du coup, je trouve que c'est assez parlant et clairement, ça doit nous inciter à vraiment comprendre que finalement, plus l'erreur de communication est précoce, plus elle coûte cher. Très clairement, dans cet exemple-là, l'empereur a pas été compris dès le départ, donc c'est un peu un travail de spécification que de dire ce que c'est qu'un empereur. Du coup, de ne pas laisser la place à l'interprétation. Hein. Donc, c'est vraiment important de produire des specs solides. Concrètement, je vous donne quelques exemples. Sur le plan fonctionnel, par exemple, ça va vous permettre de partager la culture de votre métier avec la MOE. Par exemple, si on demande à un développeur ce que c'est qu'un numéro ODE, quelle est la différence ou la relation entre un numéro EDE et un numéro de travail, bah, il sera incapable de le dire et c'est bien normal. Clairement, ça fait partie des considérations de votre métier, c'est de votre job de leur expliquer, quoi. Donc, ça doit être précisé dans les spécifications. Ça vous évite des fois d'avoir des aberrations ou des erreurs plus ou moins importantes dans les conceptions d'interface. Ici, vous avez par exemple deux exemples sur la partie droite. Une liste de disciplines qui affiche donc des disciplines médicales. Clairement, moi, je vois une erreur. Tout le monde la verra peut-être pas en fonction de ses références, mais cancérologie et oncologie, pour moi, c'est la même chose. Donc, il y a un problème dans la liste. Celle du bas, une liste déroulante qui permet donc de saisir une espèce animale. Si je veux saisir un chien ou un chat, pas de problème. Si j'ai un veau sevré à saisir, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je le mets dans bovin? Est-ce que je le mets dans ruminant? Encore une fois, là, il y a un problème de conception. Donc, c'est typiquement à l'étape d'analyse qu'il faut éviter ce genre d'écueil. Donc, sur le plan fonctionnel, ça vous permettra à vous et moi de vous assurer aussi que les services que vous proposez sont pertinents. Hein, des fois, ça nécessite un travail de raffinement itératif des besoins pour finalement identifier ceux qui sont véritablement essentiels. Et pour la MOE, ça va leur permettre aussi de s'assurer que les services rendus par l'application soient les bons, c'est-à-dire que ils implémentent des choses qui sont attendues et qui n'implémentent pas de choses qui ne soient pas attendues. En termes de comportement d'application, les spécifications vont permettre de dire ce qui est attendu, ce qui ne l'est pas. Donc, si vous avez une représentation sur la droite d'un diagramme d'activité, donc c'est une représentation conventionnelle UML, donc qui est un langage qui est très très largement utilisé pour rédiger justement des spécifications, mais aussi à l'étape de conception, qui vous explique ce que l'application doit faire si, par exemple, la personne saisit une taille qui est hors gabarit ou un poids. Il ne faut pas laisser la place à l'improvisation, et clairement, c'est au moment des spécifications qu'on dit ce qui doit se passer. Sur le plan technique, je reprends ici encore une publicité, cette fois-ci pour un jeu pour un site de jeu en ligne. C'est exactement comme dans la publicité. Hein. Vous pouvez avoir du mal à faire face aux besoins et il faut vraiment que ce soit spécifié pour que l'application présente les performances recherchées.
On ne produira pas une application qui est à destination d'un utilisateur par jour et une application qui doit être utilisée par 10 000 utilisateurs par heure. Donc, il faut le spécifier, sinon on risque fort de se trouver avec une application qui ne sera pas capable de faire le job. En termes de communication, si on prend même l'aspect graphique, il y a aussi des éléments à prendre en considération dès la phase de spécification. Ici, on est sur une page Disney. Très clairement, l'utilisateur a cliqué sur un lien qui a été rompu. Beaucoup vous afficherez une 404, finalement, dont on n'a rien à faire. Ici, on est à mi-chemin finalement entre le graphisme et l'UX, l'expérience utilisateur, où on essaye de faire en sorte que finalement l'application laisse une expérience mémorable aux utilisateurs et les inonde pas d'informations qui vont leur servir à rien. Après tout, une 404, qu'est-ce qu'on en a à faire? Même constat, ici on est dans un ascenseur, ça semble assez difficile de savoir sur quelle touche il faut appuyer, même si on sait à quel étage on veut se rendre. Une application, c'est pareil, il faut que l'interface apporte le service de manière agréable et adaptée à l'utilisateur. Il y a une citation que j'aime bien, que j'ai reprise ici, « Attractive things work better ». C'est une citation de Don Norman qui s'illustre encore depuis longtemps dans le domaine de l'expérience utilisateur. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on conçoit, quand on a pour projet de réaliser une application. Et même sur le plan éditorial. Ici, une publicité d'un distributeur qui supposait sans doute que les interlocuteurs étaient tous bilingues. Bon, lancez votre carrière en tant que trainee, ça passe bien, mais en tant que trainee, ça passe moins bien. Donc, très clairement, faut savoir à qui on s'adresse dès le départ, et ça fait partie des spécifications que de le dire. Voilà, on a vu pas mal de choses sur l'analyse, et c'est pourtant qu'une partie de la production de l'application, j'ai envie de dire même presque la partie visible de l'iceberg, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à voir. Vous avez la couche de conception, d'implantation, les tests, etc. Et pour toutes les facettes de l'application. Donc, il y a du boulot. Ce qu'il faut noter cependant, c'est qu'à partir du cahier des charges, finalement, c'est la MOE qui va reprendre le flambeau. Donc, clairement, le périple est quand même assez long et exigeant. Pour produire une application, cependant, il n'y a rien d'insurmontable. Hein. Et d'ailleurs, Céline et Guillaume vont nous faire part de leur expérience et nous montrer comment ils ont réussi à produire un projet couronné de succès. Donc, je leur laisse la parole. Merci Olivier, merci beaucoup à VetinTech pour cette invitation, pour nous avoir conviés à ce témoignage. Alors, on va passer peut-être à la slide suivante. Alors, VeteriCare est donc une association de médecine solidaire et responsable qui a été créée fin 2020. L'objectif de l'association, c'était de venir en aide aux familles qui n'avaient pas les moyens de payer des soins qui pouvaient aboutir à une euthanasie. On a voulu effectivement une association qui soit d'emblée 2.0, d'emblée digitale, avec une application qui était dans les mains des structures vétérinaires. On a également créé… on peut revenir à celle d'avant. Pardon, j'ai été trop rapide. Vas-y. Une longue diapo. On a créé également avec Wolf Learning Consulting un parcours pédagogique dans le but d'informer les propriétaires sur la meilleure façon de prendre soin de la santé de son animal. Pourquoi on a choisi le digital avec cette association? En fait, on n'avait pas forcément envie de faire une association un peu à l'ancienne avec des dossiers papier, parce qu'on voulait vraiment que cette association, elle facilite la vie des gens qu'elle était censée aider. Que ce soit nous en tant qu'administrateurs, bien sûr, que ça nous facilite la vie, qu'on puisse gérer l'association un petit peu de partout. Mais également les vétérinaires, les équipes vétérinaires et également les propriétaires. Pour nous, le digital, c'était vraiment une volonté d'avoir de la rapidité, de la facilité, de l'efficacité dans la création et le suivi des dossiers de prise en charge de soins. Avec un délai de réponse qui était forcément plus rapide avec le digital,
et un délai de réponse qu'on veut maximum de 48 heures et qui permettait en moins de 2 minutes de pouvoir créer un dossier, ce qui est bien sûr plus compliqué avec un dossier papier. Et puis, d'un point de vue éthique aussi, Vétéricare s'orientant vraiment sur la prise en charge des soins lourds à bon pronostic, mais sur des animaux qui sont souvent en souffrance, il y avait aussi cette volonté d'aller vite et de ne pas laisser traîner des animaux qui, éthiquement, nécessitaient une réponse rapide. On peut passer à la slide suivante. Donc, le fonctionnement de la plateforme Vétéricare, c'est que la structure vétérinaire qui voit l'animal qui a besoin de soins va être à l'initiative de la création du dossier. Elle va envoyer les informations médicales et rentrer le mail du propriétaire. Suite à l'envoi de ce dossier médical, un mail automatique est généré pour le propriétaire. Ce propriétaire, il va donc valider qu'il est bien demandeur de l'aide. Il va compléter le dossier. En particulier, il va mettre des informations importantes pour l'évaluation du dossier qui sont le critère de ressources. Une fois que le propriétaire il a dit « Ok, moi je suis d'accord, j'envoie mes données, je complète », là alors, Vétéricare reçoit le dossier complet, étudie ce dossier sous 24-48 heures et rend une réponse, là encore avec une réponse facilitée par le digital, parce qu'automatiquement, à l'acceptation ou au refus d'un dossier, des mails sont envoyés conjointement à la structure vétérinaire et au propriétaire. Guillaume, je te laisse la main pour la suite. Donc, bonjour à tous. Pour nous, l'idée était relativement simple avec le schéma qu'on vous a montré. Après, il fallait passer à la réalisation et du coup, à la rencontre du troisième type. Ce n'était pas E.T., mais c'était IT qu'on a rencontré avec 2 mondes qui ne se connaissaient pas forcément. Nous, on était vraiment des novices dans ce domaine-là avec la découverte d'un langage qui n'était pas le nôtre. J'ai souri, Olivier, tout à l'heure quand tu parlais d'afficher une 404, parce que la première image que j'ai eue, moi, c'était les tontons flingueurs dans leur voiture, mais pas une page d'erreur sur Internet. Donc, et des exemples comme ça, on en a eu plein avec des incompréhensions assez rigolotes. Découvrir aussi la complexité de ce qui se passe derrière une app. Olivier en a esquissé les grands traits là. En tant qu'utilisateur, tout paraît simple, tout fonctionne tout le temps ou quasiment. On ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière et tous les interlocuteurs qu'il y a entre les graphistes, les codeurs front, les codeurs back. Et c'est extrêmement important d'avoir un relais parce que autant parler avec un graphiste, on y arrive à peu près. Parler de code, en tout cas, moi, j'ai pas les codes pour parler avec un codeur. Et c'était vraiment délicat. Donc, il a fallu s'adapter et qu'on se comprenne. Et d'un côté, ça fait du bien parce que ça nous renvoie à un miroir et on se dit que nous aussi, on a tendance souvent à jargonner pas mal. Et je me suis revu des fois parler à des propriétaires en leur annonçant que leur chat, par exemple, avait une leucocytose neutrophilique avec un shift à gauche. Et je pense que c'était comme quand un codeur s'adresse à moi, la personne en face ne comprenait pas grand-chose. Donc, attention au jargon, ce n'est pas spécifique aux codeurs. Il y en a tous tendance à basculer dedans, malheureusement. Diapo suivante, s'il te plaît. Olivier. Donc, les difficultés qu'on a rencontrées, la présentation d'Olivier, on a eu l'occasion de la voir un peu avant vous pour se caler. On aurait aimé la voir avant le projet parce que tous les points sur lesquels il a insisté ont été tous nos points d'achoppement. Le cahier des charges, ça c'est moi qui m'en suis occupé. Quand on m'a dit faut faire un cahier des charges pour l'appli, moi c'était à peu près ce schéma-là. Et là on m'a dit non, en fait il faut que tous les clics, tous les trucs soient tout décrits pour rien oublier. Et là en fait c'est une façon de réfléchir qui n'est pas forcément la nôtre et c'est vraiment chronophage. Donc, c'est quelque chose sur laquelle il faut énormément de précision. Et je rejoins complètement Olivier dans le fait que les problèmes qu'on peut rencontrer maintenant avec la plateforme, même s'ils ne sont pas très importants, sont liés essentiellement à des défauts de spécificité. Un exemple, quand le vétérinaire remplit sa page avec toutes ses coordonnées, il rentre le RIB de la clinique pour qu'on puisse facilement faire les virements. Le RIB est rentré du côté vétérinaire. Nous, en tant qu'utilisateurs, je suis passé à côté, c'est de ma faute. C'est pas dans la charte graphique de la page utilisateur, donc nous, on n'y a pas accès. Et ça, si on veut y avoir accès, ça nécessite une mise à jour et du coup, une facturation en plus. Le deuxième point auquel on n'était peut-être pas forcément préparé, c'est le côté chronophage.
On avait décidé avec Céline de prendre 6 mois pour développer Vétéricare. 6 mois, c'est ce qui a pris le temps de développement de la plateforme. Alors, c'était pas à temps plein, hein, mais ça nous a pris quand même beaucoup de temps avec un temps réparti de façon asynchrone, un gros travail au niveau du cahier des charges et qui aurait peut-être mérité d'être encore plus pointu, même si je pensais que les 45 pages envoyées suffisaient. J'aurais dû aller encore un peu plus loin. Après un temps de va-et-vient entre les développeurs et le retour, alors il y a une première phase où on est impatient parce qu'on veut voir à quoi ça ressemble et les développeurs mettent du temps à lancer les premières versions et puis d'un coup ça arrive et très rapidement il faudrait corriger tous les bugs pour faire un ping-pong très rapidement et là à un moment c'est le frein ça a été de notre côté, c'est qu'on a eu du mal à répondre suffisamment vite en faisant les bêta-tests. Et ça, c'était aussi un côté pas des plus sympas, c'est que faire un bêta-test une fois, c'est sympa. 2 fois, ça commence à être rigolo. 3 fois, ça commence à être un peu plus lourd. Et quand on en est à faire le 100e patient fantôme, à essayer de trouver un nom et tout ça, c'est extrêmement chronophage. Et je pense que ça demande une vraie habitude pour pas passer à côté de choses. Et malheureusement, il n'y a que la mise sur le terrain derrière qui permet de corriger les bugs. C'est vraiment le principe de la méthode agile dont Olivier nous a parlé rapidement. Autre point important, l'investissement financier. Là encore, hein, on n'est pas habitué forcément en tant qu'utilisateur de solutions généralement gratuites à avoir une idée du coût qu'il y a derrière. Quand on s'intéresse un peu à la tech et qu'on voit le montant des levées de fonds en dizaines, voire en centaines de millions d'euros, on se rend compte qu'ils ne les brûlent pas, hein, ces millions d'euros, ils s'en servent pour faire du développement. Et effectivement, développer une application même qui nous paraissait simple comme Vétéricare, on a un budget à la fin de plusieurs dizaines de milliers d'euros. On a un budget digital global sur une petite association comme ça, quand on compte le site et le développement de l'appli, à peu près 40 000 euros. Donc, c'était une part non négligeable de notre budget. Et d'un côté, on ne voulait pas commencer par un produit qui ne répondait pas à nos envies. Pour conclure toutes ces difficultés, il y a pour moi une grande leçon dans cette aventure digitale et on en est assez éloigné en tant que Veto, où on est habitué à faire les choses avec précision et avec un certain penchant à la perfection, des fois même peut aller un peu trop loin. Là, on rentre vraiment dans une méthode où on va faire des cycles d'itération et la première version que vous sortez, nous on a eu à tort, enfin, on pensait que c'était une version quasi définitive avec des petites améliorations à avoir derrière. Non, c'est bien noté dans le contrat que ce qu'ils vous vendent s'appelle un MVP, Minimal Valuable Product. C'est que c'est juste la première phase pour pouvoir mettre ça en ligne et s'adapter derrière. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper aussi. C'est que dans le développement d'une application, c'est de l'investissement sur du long terme avec des boucles qui sont nécessaires. Ce n'est pas un produit qui sort, qui est parfait et sur lequel il faut plus y revenir. Donc voilà un peu sur ce qu'on voulait vous dire sur l'aventure de l'application Vétéricare. On sera là évidemment pour répondre à vos questions si vous en avez en fin de webinaire. Merci Guillaume, merci Céline. Je crois que vous illustrez vraiment ce qu'on a voulu mettre en avant au cours de ce webinaire, l'importance du cahier des charges, l'importance des spécifications et puis l'importance en fait de la communication entre le maître d'œuvre hein, qui va exécuter, le maître d'ouvrage qui a souhaité mettre en développement cette application. Alors, on va… Juste ajouter un mot, Annick. Oui, bien sûr, bien sûr. Excuse-moi, parce que là, j'ai dressé un tableau un peu noir. On a eu quand même la chance d'être très bien accompagné, notamment par Audrey Moine, qui s'occupait de notre partie web et qui a fait beaucoup dans la communication entre les services. Donc, c'était l'occasion de lui rendre hommage parce que sans elle, ça aurait été encore plus compliqué. Et ça rebondit sur un point important d'Olivier, avoir un chef de projet ou un assistant chef de projet qui fasse le relais entre deux mondes qui ne communiquent pas forcément très bien au début du monde. Et qui va faciliter la communication et comprendre le langage de l'un et de l'autre, enfin de l'une et de l'autre des parties. Pour terminer cette présentation, on va aborder des points qui sont importants, mais que vous avez abordés, Céline et Guillaume, qui sont le temps, combien de temps faut-il pour développer une application, et puis, point extrêmement important, combien tout ça coûte.
Olivier, donne-nous quelques informations et puis on prendra bien sûr toutes les questions par la suite. Entendu. Alors, pour savoir combien de temps il faut pour faire une application, pour la considération du coût également, je vais un peu enfoncer des portes ouvertes parce que bien sûr, ça dépend fondamentalement de ce qu'on attend. Très clairement, hein. Ici, bon, c'est pas moi qui ai fait les dessins, sinon même en 10 minutes, je pense que j'aurais fait celui de droite, mais l'idée est là. Si on a des besoins très précis, des exigences, des besoins variés à satisfaire, des exigences techniques fortes, des exigences graphiques importantes également. Très clairement, le temps de développement de l'application sera probablement plus important. Maintenant, tout dépend aussi de la taille de l'équipe qui se trouve en face, naturellement. Et ça rejoint dans ce cas-là aussi des considérations de budget. Globalement, il faut aussi prendre en compte l'approche qu'on utilise pour développer l'application. Sur une approche agile, on aura des livrables beaucoup plus tôt, c'est-à-dire on aura la possibilité déjà d'avoir quelque chose entre les mains pour se rendre compte un peu du rendu. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt, entre autres, de cette formule. Et dans une approche classique, ça interviendra beaucoup plus tardivement. Le projet nous sera mis entre les mains quand il sera terminé et conforme au cahier des charges, on peut l'espérer, avec pour le coup beaucoup moins de souplesse que ce qu'on pourrait avoir sur l'approche agile. Donc, il y a des partisans des deux approches, mais il faut savoir ce qu'on peut en attendre en termes de délai pour avoir une première mouture de l'application entre les mains. Très clairement, pour l'approche classique, on parle souvent d'effet tunnel, hein, pour indiquer le temps qui s'écoule entre le moment où on s'est mis d'accord sur le cahier des charges, que le contrat est signé, et le moment où on a l'application en production entre les mains. Alors, encore une fois, tout dépend aussi de la disponibilité du prestataire, des ressources qu'il pourra mobiliser pour produire l'application, et puis ça dépend en partie aussi des technologies qu'on souhaite mettre en œuvre, hein. Sur du développement mobile, par exemple, j'ai dit donc précédemment que voilà, il y avait plusieurs manières d'avoir une application qu'on puisse utiliser sur un mobile, du natif, de l'hybride, des PWA ou une web app. Très clairement, le natif prendra le plus de temps parce qu'il faudra faire un double développement, comme je l'ai déjà dit. Ça aura aussi des implications en termes de budget, puisque qui dit double développement dit double maintenance. L'application hybride sera naturellement plus rapide, puisqu'on y crée une fois le code et on le déploie sur deux plateformes différentes. Et puis, le fait de faire une web app, ce sera probablement ce qui sera le plus rapide. Évidemment, faut comparer aussi ce qui est comparable. On ne peut pas attendre la même chose d'une web app sur un mobile et d'une application native. De la même manière, bon, quand on cherche à produire une application, globalement, on a une étendue de délai pour l'avoir qui peut être extrêmement grande, de l'ordre de quelques jours pour quelque chose d'extrêmement simple, à des mois, voire des années pour des applications extrêmement complexes. En termes de coût, eh ben, je reprends exactement la même illustration, puisque c'est exactement pareil, hein, que ce soit une application, une voiture, une montre. On a des montres à 10 €, on en a à 50 000. Pour les applications, c'est pareil. Tout dépend de ce que vous allez demander, des technologies que vous allez demander, des exigences spécifiques que vous allez avoir, et puis du temps que ça va prendre aussi. Parmi les éléments à prendre en compte, j'insiste ici sur l'aspect mobile, notamment sur le développement natif versus hybride ou cross-platform. Très clairement, ça coûtera plus cher de faire des applications natives, mais dans certains cas, c'est la solution malgré tout la plus adaptée. Tout dépend des attentes que l'on a. Et de toute façon, l'application, une fois arrivée en production, continue de coûter pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il va falloir faire de la maintenance. On peut avoir aussi, alors je ne parle pas forcément de bugs, mais des fois les besoins évoluent.
et on peut avoir besoin du coup d'adapter la manière dont l'application va répondre aux besoins des clients. C'est entre autres pour ça que la démarche agile prend l'ascendant dans bien des cas sur la démarche classique. Et puis, il y a des coûts liés à l'usage. De même qu'une voiture consomme de l'essence, eh bien, une application consomme des ressources. Elle est hébergée sur un serveur qui va tourner, qui va être disponible en permanence, qui coûtera plus ou moins cher en fonction de ce qu'on doit y stocker, de la charge auquel il doit faire face. Il y a des choses toutes simples comme des noms de domaine qu'il faut réserver, payer tous les ans. Alors, ça coûte pas très cher par rapport au reste, mais c'est à prendre en compte. Et puis, il y a tous les services tiers qu'elle va consommer. Prenez par exemple le cas d'une application de e-commerce. Elle passe très souvent par un service tiers pour la gestion de la facturation, par exemple Stripe. Il y en a d'autres, mais c'est un service qui n'est pas gratuit. Donc, à chaque fois qu'une transaction est faite, eh bien, ce service vous coûte. Donc, utiliser l'application au quotidien continue de vous coûter. Et un point sur lequel je voulais revenir aussi, c'est sur l'impact en termes de coût d'une modification apportée à l'application, selon le moment où cette modification survient au cours du processus de développement de l'application. Si on prend comme référence le coût d'une modification apportée dès le départ, à la phase de définition, vous voyez qu'on peut très vite la multiplier par jusqu'à 6, 100 dans certains cas, si la modification est requise alors que l'application est déjà en production. D'où l'intérêt de prendre son temps pour bien définir les besoins, qu'ils soient fonctionnels, techniques, ergonomiques ou autres. Alors, c'est important, mais après, on ne peut pas tout prévoir non plus, aussi parce que les besoins évoluent, mais c'est important de l'avoir en tête. Alors, pour résumer, finalement, ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui sur la production d'une application, il faut avoir en tête que globalement, c'est un travail d'endurance. Ici, j'ai repris, pour ceux qui le connaissent, la courbe de relief de l'UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui s'est terminé il y a quelques jours. Vous voyez qu'il y a des hauts, des bas, et c'est surtout très long, 160 km. Avec ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous en êtes ici, sauf si vous aviez déjà pris de l'avance auparavant. Mais si vous avez un développement d'application à prévoir, peut-être que vous aurez une V1 qui se trouvera au bout de 40 km, puis l'application va continuer à vivre, il y aura de la maintenance, il y aura des changements de besoins, peut-être que la V2 sera à 100 km. Donc, c'est un peu pareil que cette course d'endurance. Ça se prépare. On ne se lance pas là-dedans sans préparation. Et puis, c'est un travail d'équipe, clairement. Donc, vous allez faire une part du job, mais il faut aussi que vous vous fassiez accompagner par des gens qui vont faire la leur, qui vont prendre le relais sur la partie technique, graphique, toutes les facettes de l'application. Et des gens en qui vous ayez confiance, et avec qui vous allez pouvoir, entre guillemets, vous encorder pour mener ce projet au terme. J'insiste aussi sur l'effort de communication qui est requis pour que le projet ait le maximum de chances d'aboutir. En tant que vétérinaire, si vous êtes vétérinaire ou professionnel d'un autre secteur, très clairement, vous avez l'habitude d'utiliser des termes techniques. Vous avez des besoins, des attentes qui sont implicites parce que ça fait partie de votre culture et ça vous paraît évident que finalement les choses se font de telle sorte et pas d'une autre. Les évidences sont culturelles, donc il faut éviter de les garder pour soi. Il faut faire un effort de communication envers les gens qui vont vous accompagner. Et à l'inverse, il faut exiger qu'ils en fassent autant. Ça fait partie des travers de certaines personnes aussi, de pas vouloir vulgariser leur travail, même si c'est un effort supplémentaire qui leur est demandé. Et c'est essentiel, je pense, de bien tout comprendre ou de se faire expliquer les choses, parce que il faut que vous soyez en mesure de savoir où vous allez. Merci Olivier. Avec plaisir. Alors, nous avons déjà des questions et puis pour
Pour vous permettre de nous en envoyer d'autres, je vous rappelle que ces questions, vous les mettez sur l'onglet Q&R, questions-réponses. Je vous fais un petit rappel, ça vous laisse quelques minutes pour nous poser les questions que je reprendrai de façon chronologique. Je dis quelques mots de VetInTech. Donc, Olivier, si tu peux passer la slide VetInTech qui doit être là. Oui, donc VetInTech, association loi 1901 à laquelle vous pouvez adhérer. Et je vous rappelle que l'adhésion est gratuite jusqu'à la fin de l'année, vous permet de bénéficier de tous les avantages des adhérents. Donc, en plus de la newsletter et des webinaires comme celui-ci, vous avez des webinaires qui sont exclusifs. Vous pouvez vous inscrire à tous les événements VetInTech en priorité. Vous avez accès au rapport annuel du CES, à tous les replays de Numanima, de la dernière version de Numanima. Vous êtes invité à la cérémonie du prix de thèse et vous avez accès à toutes les thèses qui sont candidates. Donc, je vous rappelle qu'on est présent, bien sûr, sur les réseaux sociaux, mais que nous avons donc aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner. Et puis, vous avez toutes les informations dont je viens de vous parler sur notre site Internet. Vous avez tous les éléments, donc les QR codes ici, et puis dans le chat, tous les liens. Alors, on en vient aux questions-réponses. On a une première question qui est, je pense, destinée à toi, Olivier. Donc, c'est Damien Achard qui nous demande comment se définit la propriété intellectuelle d'une application. Est-ce qu'elle incombe obligatoirement au maître d'ouvrage ? Alors, c'est justement pour ces raisons-là que c'est recommandé de faire intervenir dans l'équipe qui va produire l'application aussi des gens qui ont des compétences juridiques, parce qu'il y a ces questions-là auxquelles il faut répondre. Il y a aussi des fois la propriété des éléments qui sont utilisés dans l'application. Donc, c'est vraiment important de faire intervenir des gens pour répondre à ces questions-là, quoi. Deuxième question, donc là, en fait, on est sur les applications et en particulier sur les applications mobiles. L'intérêt de développer une application mobile, et c'est Alexandre qui nous pose la question suivante. Dans le monde vétérinaire, pour une application dont l'utilisateur sera un vétérinaire ou une ASV, a-t-on des informations concernant le type d'application le plus adapté? Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier. Desktop, web app, application mobile. Alexandre nous dit qu'il trouve que les ordinateurs sont encore très présents dans les cliniques, peut-être plus que les tablettes ou les smartphones. Et faut-il aujourd'hui développer en clair une application mobile? Et bon, cette question, on peut aussi peut-être la poser à Céline, parce que je pense qu'ils se sont posés cette question de l'intérêt ou pas de développer une application mobile ou un développement. Je dirais que effectivement, c'est vrai que il y a pas mal de circonstances finalement où l'accès à l'application est pas requis en dehors du poste de travail. Je pense par exemple à l'ASV. Il y a certains besoins métiers qui ont besoin d'être satisfaits au moment où elles se trouvent par exemple à l'accueil. Il y en a d'autres en revanche qui se présentent par exemple en animalerie lorsqu'elles vont voir les animaux qui sont hospitalisés pour assurer du suivi. C'est le cas notamment dans certaines applications de télémédecine. Donc clairement, c'est vrai que tout dépend du besoin. Maintenant, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir une perception de ce que permettent les technologies. Prenez par exemple Flutter. Flutter vous permet avec une même base de code de produire une application qui sera utilisée sur desktop, mais que vous pourrez aussi déployer sur mobile en cross-platform. Donc en clair, vous faites le développement une fois et ça vous permet
finalement de proposer une application qui sera utilisable dans ces trois contextes. Donc, c'est pas toujours nécessaire de faire un développement d'une part d'un site web, d'autre part d'une application mobile. Bien sûr, ce sera déployé de manière différente, mais en termes de codage, vous partagez déjà une partie de la charge de travail, quoi. Céline, je peux peut-être te poser la question, ou à Guillaume, vous avez fait quel choix et vous êtes parti de quel constat sur le choix mobile versus desktop? Alors, on nous a rapidement effectivement posé la question. On est tout de suite parti sur la volonté d'avoir une version mobile pour une question de facilité, encore une fois, d'utilisation. On voulait que n'importe quel utilisateur puisse l'utiliser à partir du smartphone et pas être obligé d'aller à la phase ordinateur. Et c'est vrai qu'au quotidien, on se rend compte qu'on a bien fait de faire ce choix parce qu'autant les propriétaires, ils peuvent prendre en photo, par exemple, une des pièces et le joindre tout de suite au dossier. Les cliniques vétérinaires, elles peuvent aussi joindre des photos rapidement du portable sur les dossiers. Donc ça, c'est facile. Et puis, ne serait-ce que pour l'acceptation et le refus des dossiers, pour nous, administrateurs, le fait de pouvoir avoir accès sur le smartphone, c'était la possibilité de pouvoir gérer des dossiers partout en voyage. Voilà. À l'étranger, on a géré nos dossiers sur notre smartphone. Et ça, c'est vrai qu'il y a un côté quand même extrêmement efficace de pouvoir avoir cette version mobile. Donc, c'est vrai qu'on a fait ce choix d'avoir quelque chose de très responsive, mais on ne le regrette pas parce que c'est vraiment à l'utilisation efficace. Ok, donc même dans le cadre d'un accès à la clinique et d'une application qui est destinée au véto, pour vous, il était important d'avoir une version mobile. Et pour vous, de l'autre côté, il était important aussi de pouvoir vous connecter à tout moment, en tout lieu. On peut tout à fait comprendre. Donc, et au niveau donc des technos, mais je pense que tu l'as dit, Olivier, il y a des technologies qui sont peut-être plus adaptées à ce moment-là si on fait un choix de mobile. C'est ce que tu viens de nous dire. Oui. Autre question de Anna qui nous dit la chose suivante. Dans le cas où on cherche à monter sa start-up, qu'on cherche aussi à se faire accompagner dans un incubateur, par exemple, on est confronté à des problèmes et on nous demande déjà d'avoir un prototype de l'application. Or, ce qui est compliqué si on démarre, qu'on n'a pas de développeur, en fait, on est très rapidement bloqué par des problèmes à la fois de temps, d'investissement pour monter et développer ce prototype. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution justement pour des jeunes qui veulent monter leur start-up et qui ont besoin de pouvoir montrer quelque chose à des investisseurs? Alors, c'est assez. Il y a des logiciels professionnels qui sont accessibles et que tout le monde peut utiliser pour faire des maquettes. Cependant, ça demande de s'y former, ça demande du temps. Bon, il y a aussi la possibilité de se faire accompagner de gens qui vont vous rendre ce service de manière isolée, sans pour autant développer l'application dès le départ. Très clairement, le prototype, on est sur l'étape de conception, donc on est en amont du développement à proprement parler, et c'est pas indispensable. On n'est pas obligé de toujours demander le développement derrière. On peut trouver des prestataires qui vont s'arrêter à l'étape de conception pour nous fournir un dossier, dit dossier de conception, qu'on pourra ensuite faire valoir auprès soit de ce prestataire-là, soit auprès d'un autre. Donc, c'est envisageable. Après, la problématique, c'est de trouver la personne qui va le faire. Mais c'est pas plus compliqué que ça se trouve. Hein. Donc, en fait, pour monter un site Internet, aujourd'hui, on peut, avec quelques connaissances assez basiques, monter un petit site Internet. Pour les applications, aujourd'hui, ça n'est pas possible. Même pour une maquette.
Alors, il y a des outils qui permettent d'aller de faire ce qu'on appelle du no-code. Après, il faut malgré tout que ça corresponde à nos besoins. Hein. Très clairement, le no-code permet de faire quelque chose qui va être un peu standard, qui va essayer de répondre au maximum de besoins. Dès l'instant qu'on a des exigences hors cadre, on ne sera pas en mesure de produire avec ça. Après, bon, il y a des outils qui permettent de faire des sites web très rapidement, mais tous les sites web ne sont pas pour autant des applications. Voilà. OK, parfait. Une petite question. Bon, notre application, on a envie qu'elle soit hébergée dans les stores. Ça rajoute des coûts. Ça coûte combien? Est-ce que c'est important dans le budget? Alors, on a parlé des noms de globalement, domaines, mais l'hébergement ouais. dans les stores. Et puis, est-ce que ça prend du temps? Est-ce qu'il y a une liste d'attente? Enfin, comment ça se passe au moment où on a finalisé l'application? Comment la mettre à disposition et comment faut-il? Alors, quand on veut déployer sur les stores, il y a des droits à payer alors de mémoire pour Apple, ça doit être une centaine d'euros par an. Donc, c'est renouvelé tous les ans. Ce qui n'est pas le cas sur le Play Store, c'est-à-dire le store d'Android de Google, hein, où on a un droit unique de 25 euros. À cela s'ajoute l'hébergement de l'application. Très clairement, quand on a besoin de faire tourner l'application, il nous faut un serveur derrière. Donc, ce serveur doit tourner pour satisfaire les requêtes qui arrivent des utilisateurs et avec une mise à disposition de ressources, que ce soit de l'espace disque pour stocker les informations qui sont envoyées, avec une base de données, avec de la mémoire aussi et des processeurs aussi pour s'adapter à la charge. Donc tout ça, c'est facturé en fonction des ressources consommées. Il y a des systèmes qui permettent de faire fluctuer ça de manière assez souple, justement pour que la facturation soit évolutive et s'adapte à la charge. Mais ça reste en plus. Alors, héberger une solution sur un serveur, ça commence à une dizaine d'euros par mois et après, ça peut monter très vite, beaucoup plus cher en fonction des besoins qu'on a. Si on crée une application qui a besoin de beaucoup de ressources, ça peut monter très rapidement. Autre question dans les coûts, je pense qu'on arrive à la fin des questions, toujours dans le but de, pas dire rentabiliser, mais diminuer le coût de ces applications. Est-ce qu'on peut héberger de la publicité sur ces applications? Et puis, autre façon, quelque part, de récupérer un petit peu sa mise de départ, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de faire payer le téléchargement de son application est une bonne chose? Alors, je pense que en ce qui concerne la publicité, effectivement, on peut mettre de la publicité. On a tous des applications qu'on a téléchargées dans lesquelles il y a de la publicité qui tourne. Il y a certaines très bonnes applications qui sont gratuites. Après, la question qui se pose, c'est en termes d'expérience utilisateur, d'image de marque aussi. Personnellement, si je devais déployer une application, je serais plutôt frileux de mettre de la publicité dedans. Je trouve que c'est assez dissuasif pour les utilisateurs. Maintenant, ça peut être une source de revenus aussi. Donc, il faut qu'elle soit intégrée, si elle est présente, de manière à perturber le moins possible l'utilisateur et en tout cas de manière à correspondre au minimum à ses centres d'intérêt. Quant à la question de savoir si il faut faire payer l'application ou pas, je dirais que ça dépend de la cible. Parce que les utilisateurs exigeants auront davantage tendance à vouloir une application, on va dire, haut de gamme. S'ils doivent payer 3 ou 4 euros pour l'avoir, ce sera probablement pas un handicap pour eux. Ils sont néanmoins peut-être pas représentatifs de l'ensemble des gens qui vont sur les stores. Donc, c'est sûr que le fait de rendre l'application payante va
un peu handicapé sa popularité, quoi. Mais moi, je pense pas que ce soit réellement un handicap. Je pense surtout c'est la qualité de l'application qui prévaut, quoi. La plupart des applications que j'ai installées sur mon téléphone personnel sont payantes et ça m'a pas contraint de devoir payer 3 ou 4 €, ce qui reste dérisoire par rapport aux services que certaines applications peuvent rendre. Parfait. On a une dernière question, mais je ne vais pas dire hautement philosophique, mais elle nous amène sur des débats qui sont beaucoup plus larges que le sujet d'aujourd'hui. La question de Florent, est-ce que le cloud computing est compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique? Bon, alors, c'est une question qui est intéressante. Alors, c'est entre autres en référence à ça que j'ai précisé dans les diaporamas que il nous fallait souvent un serveur qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour assurer la continuité de service de l'application qui consomme ces ressources. On peut envisager des modes de développement qui requièrent pas ça. C'est le cas typiquement des applications. Une application desktop peut très bien avoir toutes les ressources en local sur l'ordinateur et voilà. Vient ensuite le problème du partage de l'information. Quand on a les ressources en local, c'est plus difficile, bien sûr, de les partager et aussi d'avoir des ressources matérielles qui permettent de faire tourner l'application convenablement. Et puis, le dernier point, c'est que en termes de maintenance, c'est beaucoup plus compliqué à maintenir une application qui serait installée sur un ordinateur d'un utilisateur plutôt qu'une application déployée dans le cloud, parce que très clairement, les modifications apportées dans le cloud sont répercutées sur les utilisateurs de manière automatique. La question, c'est d'adapter les applications aux besoins des utilisateurs. Si on n'a pas besoin de cloud, à ce moment-là, autant utiliser une application desktop. Il faut certainement revoir certains automatismes de conception de ce point de vue-là, quoi. Merci Olivier. Je pense qu'on est arrivé à la fin de ce webinaire. Merci à Céline, merci à Guillaume pour leur témoignage. Merci bien sûr à toi Olivier et merci à tous les participants de ce webinaire. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube. Vous recevrez un message avec toutes les informations. Vous devriez recevoir un message à la suite de ce webinaire. Et nous vous donnons bien sûr rendez-vous pour un prochain webinaire. Pour être au courant, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et puis abonnez-vous à notre newsletter. Merci, bonne journée à tous et à très bientôt. Merci. Merci.